Les enregistrements sonores et images célébrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Abidjan et Bouaké accueillent les festivités marquant la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Toujours en Côte d'Ivoire, les riziculteurs instruits des techniques d'augmentation de la production céréalière. C'était lors d'un atelier sur la déforestation. Enfin, au Nigeria, des témoignages accablants contre Boko Haram. Les femmes enlevées racontent leur captivité. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. C'est aujourd'hui la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. L'événement veut amener les populations à prendre conscience de l'importance et de la préservation des enregistrements sonores et des images. Plusieurs actions de sensibilisation sont menées à l'échelle planétaire. Ici en Côte d'Ivoire, des célébrations sont faites à Abidjan et à Bouaké autour du thème « L'archive audiovisuelle face au passage du numérique ». Que faire pour lutter contre la déforestation? Plusieurs méthodes sont aujourd'hui appliquées, notamment cet atelier d'information et de consultation à l'intention des acteurs de la filière rizicole. Au menu, les conséquences de la déforestation. Les participants ont été également instruits des techniques d'augmentation de la production de riz sur de petites surfaces. Ce procédé agricole va leur permettre de réduire l'abattage abusif des arbres. La déforestation, l'une des causes des perturbations climatiques et du déséquilibre environnemental. Cet atelier donc pour informer les acteurs de la filière riz sur la possibilité de cultiver le riz en grande quantité sur une petite surface et contribuer par cette pratique à la préservation de la forêt. L'initiative est de la structure Solidaridad Network West Africa et la coordination nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il faut pouvoir développer la riziculture, mais en sauvant les forêts. Et la solution, c'est de justement produire plus sur les petites surfaces par les bonnes pratiques agricoles, mais aussi par l'utilisation des intrants et par les technologies améliorées de production pour le producteur. Avec l'appui de nos partenaires, l'Union européenne, la FAO, le PNUD et le PNUE, des appuis seront apportés au ministère de l'Environnement pour qu'on puisse accompagner nos différents producteurs au niveau local, pour que cette agriculture-là puisse produire plus sur de petites superficies. En attendant de se retrouver dans leurs régions respectives pour se concerter et faire des propositions complémentaires, les acteurs de la filière riz accueillent l'information de cette nouvelle pratique avec satisfaction. La nouvelle que je viens d'apprendre aujourd'hui, moi et tous les paysans qui sont derrière moi, nous allons partir sur nos bases pour sensibiliser tous les paysans pour leur dire qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. Au lieu de faire plusieurs hectares, et puis se fatiguer, nous allons maintenant faire un seul hectare. Et puis la forêt sera maintenant protégée. Entre 1970 et 1980, le couvert forestier en Côte d'Ivoire était estimé à 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, il n'en reste que moins de 3 millions. Un reportage de Serge Gongomin et Nou Sangaré. On s'en souvient, le 6 octobre dernier, le gouvernement ivoirien avait décidé de fermer la décharge d'Akwédo, mesure pour mettre fin au calvaire des populations riveraines exposées aux maladies vectorielles. Toutefois, pour pallier à cette fermeture, un nouveau site de plus de 100 hectares va accueillir les ordures ménagères. C'est à Kossi-Ouan, localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord. Une vaste étendue de terre, 100 hectares de verdure et une large ouverture dans le sol. Non loin du village de Kossi-Ouan, à 40 km d'Abidjan, ce site abritera la prochaine décharge des ordures du district d'Abidjan. Il sera géré par Wisa Solutions, consortium américain désormais garant de la gestion intégrée des déchets ménagers du district d'Abidjan. This is a location where we can take the waste from Akwédo and... Ce site sera utilisé en remplacement d'Akwédo. Une fois que les ordures seront déversées ici, ce sera le fruit d'une ingénierie vraiment de haute qualité, de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque pour la communauté. Il s'agit d'enterrer les ordures. Mais pour les enterrer, il faut les trier au préalable. Parce qu'en les triant, ça permet de les élaguer, de sortir tout ce qui est fer, bois, qui peuvent servir à autre chose. Je pense que nous allons faire un travail sérieux pour qu'on ne voit plus ce que nous vivons aujourd'hui à Akwédo.
L'exploitation du site durera 50 ans, mais avant la visite des lieux, une rencontre avec le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. On a décidé que cette partie de l'activité soit vraiment accélérée pour que nous puissions très rapidement sortir donc d'Arcouedo d'eau, libérer les populations qui y vivent, mais également aussi traiter, et pour ne pas dire mettre nos déchets en décharge de manière écologique et suivant les standards internationaux et les normes qui sont actuellement en vigueur. Le consortium American Wise Solutions a été retenu suite à un appel d'offres international en octobre 2013. Les activités démarreront dans 5 mois. Des explications de Franck Quadio. Un repas de corps pour renforcer les liens entre les agents des commissariats de la commune de Cocody. Lors de ce partage, les différents commissariats ont réitéré leur dévouement envers les populations. De l'attiqué, du tchèp, du poulet à la soupe, bref, tous les mets au menu de ce repas de corps. Un repas en l'honneur des agents du district de police de Cocody sur les notes musicales bien connues des habitués des espaces de détente. Cette deuxième édition du repas de corps pour renforcer les liens entre supérieurs et collaborateurs est mise à profit par le chef du district de police de Cocody pour sensibiliser ces éléments sur les missions du policier. J'engage mes forces à travailler davantage avec détermination, abnégation, selon la feuille de route de M. le maire, comme il a dit tout à l'heure. Nous sommes une force tranquille, on n'est pas là pour dévoiler. L'essentiel est que les résultats soient constatés de sorte que nous puissions atteindre l'objectif que nous sommes fixés, à savoir l'indice -1 jusqu'en fin d'année. Mission bien remplie dans la commune de Cocody selon le parrain, le maire Ngouan Aka Mathias. Quand vous voyez que tout est normal, c'est que la sécurité est assurée. C'est une joie pour moi parce qu'on n'a pas le temps de se voir tous les jours. Ce repas de corps a été un prétexte pour le chef du district de police et ses éléments pour réaffirmer leur engagement pour l'amélioration de l'indice de sécurité dans la commune. Un sujet de Michel Digré. Plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest. Le virus Ebola touche également 8 pays aujourd'hui, dont 2 hors d'Afrique, l'Espagne et les États-Unis. L'ambassadrice américaine à l'ONU a entamé hier une tournée dans les pays ouest-africains touchés. Samantha Power tente d'appeler à une solidarité internationale accrue. Samantha Power est tout sauf langue de bois. Ici en Guinée, première étape de sa tournée africaine, l'ambassadrice américaine à l'ONU vient constater les dégâts causés par Ebola. Depuis des mois, elle tempête contre l'inertie internationale. Pas question de laisser le monde tourner le dos à l'Afrique. Ensemble, nous pouvons lutter contre cette épidémie. Nous avons déjà combattu toutes les épidémies d'Ebola de l'histoire et nous le ferons à nouveau si nous augmentons considérablement notre engagement et notre participation. Au président guinéen, elle demande quels sont les besoins urgents. Montrer l'exemple aussi, en rencontrant des malades guéris d'Ebola. C'est un honneur d'être assise à vos côtés, leur dit Samantha Power. Des mots réconfortants pour ces survivants, victimes de préjugés et de stigmatisation. J'ai trouvé qu'il y a 233 étudiants qui étaient informés que j'étais décédée. Quand j'ai récupéré mes téléphones, à chaque fois que quelqu'un m'appelait, que je décrochais, on dit ça allait, je dis oui, comment vas-tu? Il dit non, c'est pas vrai, tu es décédé. Non, on nous a dit que tu es décédé depuis. Émus aussi par le témoignage des rescapés d'Ebola, les responsables religieux sont décidés à passer le message. Oui, on peut guérir de cette terrible maladie si on se fait soigner dès les premiers symptômes. J'ai vu des guéris aujourd'hui et cela m'a vraiment convaincu et cela va me faire dire à qui que ce soit qu'on peut être guéri d'Ebola, que j'ai vu 2 à 3, 4 personnes guéries d'Ebola. Samantha Power promet aux Guinéens de remuer à New York la communauté internationale pour porter la mobilisation à une toute autre échelle. En attendant, elle est attendue au Libéria et en Sierra Leone, durement touchés eux aussi par Ebola.
Le Niger, quant à lui, fait face à une toute autre grave épidémie. Il s'agit du choléra. La maladie a tué 51 personnes sur plus de 1000 cas officiellement recensés depuis le début de l'année par l'OMS. Cette flambée de choléra est en partie due aux importantes inondations qui frappent le pays depuis juin dernier. Encore des violences au Nigeria. Un ressortissant allemand a été enlevé et un autre tué dans le sud-ouest du pays dans l'attaque de leur véhicule par des hommes armés. Toujours au Nigeria, le témoignage des femmes et filles enlevées par la secte Boko Haram. Elles ont été contraintes de se marier et de se convertir. Victimes d'abus physiques, travail forcé et viol en captivité, c'est ce que dénonce aujourd'hui dans un rapport l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch. À en croire le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le sort réservé aux femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria est insoutenable. Elles sont utilisées en première ligne lors des combats menés par le groupe islamiste, mais elles sont surtout victimes d'abus physiques et psychologiques. Ce rapport de 63 pages s'appuie sur plusieurs dizaines de témoignages, comme celui de cette jeune femme de 19 ans qui raconte comment elle a été forcée de participer à des attaques islamistes. Ils m'obligeaient à aller avec eux sur les opérations. Je portais habituellement leurs munitions. Ils me couchaient au sol, mais je devais garder les balles. Les victimes racontent que les islamistes de Boko Haram allaient jusqu'à les menacer de mort si elles refusaient de se convertir. Nous n'étions pas d'accord pour nous convertir et nous étions dans une position difficile. Mais les insurgés nous disaient « Si tu continues à nous contrarier, nous allons te tuer et te jeter dans la rivière ». Parmi ces jeunes filles qui témoignent, certaines se sont échappées après avoir été enlevées à l'école secondaire de Chibok en avril 2014. Ils ont demandé aux musulmans de se tenir d'un côté et nous les chrétiens d'un autre côté. Ensuite, ils ont libéré les musulmans, nous ils nous ont gardés. Moi, je les ai suppliés de me laisser tranquille parce que j'avais un bébé, mais ils ont refusé d'écouter. Tous ces témoignages sont importants pour Human Rights Watch. Ils révèlent aussi que toutes ces femmes sont aujourd'hui livrées à elles-mêmes sans aucun soutien de la part des autorités nigérianes. Il y avait une culture du silence et un certain tabou autour de cette question, en particulier quand on voit la réticence des gens à admettre ce qui se passait, avec en plus le déni de l'État à admettre le problème. Ce rapport intervient après un nouvel enlèvement dans le nord-est. 30 adolescents, garçons et filles ont été kidnappés. De quoi jeter un doute sur l'accord de cessez-le-feu que les autorités nigérianes disent avoir conclu mi-octobre avec Boko Haram. Vers une victoire du parti laïque aux législatives en Tunisie, le parti Nida Tounes se montre optimiste, tandis que les islamistes de Ennahda admettent leur seconde place, même si les résultats officiels sont encore attendus. La participation s'établit à un peu plus de 60%. À voter. Cette électrice est arrivée juste à temps pour mettre son bulletin dans l'urne. À 18h précises, le président du bureau a fermé les portes. Les deuxièmes élections libres de Tunisie depuis la chute du président Ben Ali, il y a 4 ans, se sont déroulées dans le calme et la transparence. S'ouvre alors une longue nuit pour dépouiller les résultats. Mais déjà, dans les états-majors, on se penche sur les premières tendances. Créé il y a moins de 2 ans, le parti laïque Nida Tounes serait en tête du scrutin. Actuellement, nous avons des indicateurs positifs qui montrent que Nida Tounes, si Dieu le veut, arrivera en première position. Mais nous ne pouvons rien dire avant l'annonce des résultats officiels. Crédité de plus de 38% des voix, Nida Tounes pourrait remporter 83 sièges. Le parti islamiste Ennahda, avec 31% des voix, perdrait 21 sièges par rapport au vote de 2011. Un désaveu de sa politique économique et de son intolérance religieuse. Pour l'heure, aucun des 2 grands partis ne peut gouverner seul. Il faudra courtiser l'Union patriotique libre ou le Front populaire d'Ama Amami, crédités respectivement de 8 et 5% des voix.
Dilma Rousseff est encore à la tête du Brésil. La candidate du Parti des travailleurs a appelé au dialogue et à l'union au soir de sa victoire. Dilma Rousseff a obtenu plus de 50% des suffrages lors du second tour des présidentielles. Enfin, attentat suicide à la voiture piégée en Irak. Au moins 24 personnes sont mortes et 25 autres blessées dans une zone stratégique au sud de Bagdad où se trouvaient des forces gouvernementales et des miliciens chiites. L'offensive n'a pas été revendiquée. Voilà, merci à vous tous de votre attention. On se retrouve bien sûr demain, 19h30 sur RTI2.